étrangères. Bonsoir, mon chers élèves, bonsoir les chers parents, les chers collègues, bonsoir tout le monde. Nous allons travailler aujourd'hui beaucoup de choses. Nous allons continuer l'étude de l'unité 5. On l'a commencé la fois passée, le mercredi passé. Et aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de l'unité 5, intitulée « Où achetez-vous vos vêtements ?» Alors, qu'est-ce que nous allons travailler aujourd'hui? Nous allons travailler les parties très connues. La première partie, la compréhension écrite avec un texte intitulé « Où achetez-vous vos vêtements ?» La grammaire, on va continuer aussi le gérondif. On l'a commencé en étudiant l'unité 4 et on va le continuer aujourd'hui. Et une autre leçon de grammaire, c'est la proposition participiale. On va travailler aussi la traduction avec ces deux types, thème et version. Et encore, notre tulipe noire continue avec nous cette fois-ci et on va savoir ce qui s'est passé et avec aussi des questions. Commençons tout de suite avec la compréhension écrite. D'abord, on a un document qui est divisé en trois parties avec 3 dialogues. Et les 3 dialogues portent sur une seule question qui est au cours d'un certain sondage. On va le découvrir ensemble. Pardon, madame, pouvez-vous répondre à quelques questions sur vos achats? C'est pour un sondage. Où achetez-vous vos vêtements? La dame a répondu, c'est simple. Nous sommes 4 à la maison. Alors, 2 ou 3 fois par an, attention, nos chers élèves, elle a dit 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois par an, nous prenons la voiture pour aller à Troyes dans les magasins d'usine. On y trouve tout à des prix défiant toute concurrence. Et comme d'habitude, nos chers élèves, est-ce qu'il y a des mots difficiles que vous regardez des mots difficiles, vous constatez des mots difficiles là sur l'écran? Est-ce qu'il y a un mot qui est écrit en gras? C'est quel mot, nos chers élèves? Oui, c'est le mot défiant. Ça veut dire quoi? Défiant ou le verbe à l'infinitif défier, ça veut dire quoi? Oui, défier, c'est-à-dire rivaliser ou affronter. Quand il y a deux choses, deux articles, ou bien deux choses en général, une chose qui peut rivaliser, qui peut affronter l'autre chose, c'est une chose qui peut défier l'autre chose. Continuons. Nous sommes toujours avec le premier dialogue. L'intervieweur pose une autre question. C'est vrai que ce n'est pas cher, mais les articles sont de bonne qualité. La femme a répondu. Vous savez, ce sont les mêmes que dans les magasins traditionnels. La seule différence, c'est que ce sont des articles de l'année précédente. Mais nous, la mode, on s'en moque complètement. Merci madame, bonne soirée. C'est ainsi fini le premier dialogue. Mais vous constatez qu'il y a une expression qui est écrite en gras ici. On s'en moque. Ça veut dire quoi? On s'en moque. D'abord, s'en moque vient de l'infinitif se moquer de. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire se moquer de? Se moquer de signifie se ficher de. Alors, cette expression signifie je m'en fiche. Alors, commençons maintenant le deuxième dialogue. Deuxième dialogue. Pardon, madame, pouvez-vous répondre à quelques questions sur vos achats? C'est pour un sondage. Où achetez-vous vos vêtements? Je peux vous répondre très rapidement. Ce n'est pas moi qui achète mes vêtements, c'est ma femme. Alors, celui qui parle est un homme. D'accord? Moi, dès que j'entre dans un magasin, je me sens mal. C'est l'opinion de l'homme. Alors, ah oui,
Alors, où votre femme va-t-elle faire ses courses? Je crois qu'elle va dans les grands magasins. Elle dit que c'est un peu plus cher, mais qu'elle trouve tout, sans courir à droite, à gauche. Merci, monsieur. Deuxième dialogue, c'est fini. Troisième dialogue. Pardon, mademoiselle, je peux vous demander où vous vous habillez, c'est pour un sondage. La demoiselle a répondu en disant « Je vais dans les deux petites boutiques près de mon bureau. Il y a de très jolies choses, mais comme c'est un peu cher, je profite des soldes. Il m'arrive aussi de trouver des vêtements à mon goût. Dans les magasins de dépôt-vente. Vous savez, ces magasins, on peut acheter des vêtements d'occasion, on peut y faire de bonnes affaires. Je vous remercie, mademoiselle. Il y a une expression, les magasins de dépôt-vente. Ça veut dire quoi, un magasin de dépôt-vente? Je pense que le reste de la phrase clarifie un peu l'idée d'un magasin de dépôt-vente, c'est-à-dire ces magasins où on peut acheter des vêtements d'occasion. Alors, ça veut dire quoi encore? Un magasin de dépôt-vente, ça veut dire, c'est-à-dire un magasin où le prix de vente est fixé par le vendeur. Donc, le vendeur ne peut pas élever le prix, ne peut pas changer le prix de jour en jour. Le prix est fixé dans les magasins de dépôt-vente, alors on peut faire de bonnes affaires là-bas. Maintenant, les questions pour tester notre compréhension et aussi pour chercher les synonymes et les antonymes. Première partie de questions. Choisissez la bonne réponse d'après le document où achetez-vous vos vêtements. Le journaliste pose une question concernant les vêtements préférés, les prix des vêtements, les matières des vêtements, les lieux où l'on achète les vêtements. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est le thème abordé ici, le sujet principal dont on parle dans ce document? Oui, vous avez bien répondu, nos chers élèves, les lieux où l'on achète les vêtements. Numéro 2, avec le même type de question, on choisit 2. Combien de fois annuellement la femme achète-t-elle les vêtements? 1 ou 2 fois, 2 ou 3 fois, pendant les soldes ou avant les fêtes. C'est déjà cité clair et net dans le document. Elle a dit, oui, elle a dit 2 ou 3 fois. D'accord. Troisième question avec le même type, choisissez la bonne réponse. Qui parmi ces personnes n'aime pas aller au magasin? D'habitude, n'aime pas aller au magasin. L'homme, la femme, le couple ou on ne sait pas. D'habitude, à votre avis, nos chers élèves, qui n'aime pas aller au magasin? Ce sont les hommes, bien sûr. L'homme n'aime pas aller au magasin. D'accord, nos chers élèves. Quatrième question avec même type, choisissez la bonne réponse. 4. Pourquoi la jeune fille préfère-t-elle les petites boutiques? D'après le document. Car elle n'aime pas faire ses courses, car elle y va avec ses amis, car elle n'y a pas de solde, car il y a de jolies choses. Attention, nos chers élèves, quand il y a des choix comme ça, ne cherchez pas à répondre avec votre réflexion, avec votre opinion personnelle. C'est déjà cité d'après le document où achetez-vous vos vêtements. Donc, on va répondre d'après ce qui est cité dans ce document. Qu'est-ce que cette fille, cette demoiselle a dit? Elle a dit
que dans les petits magasins, il y a, voilà, il y a de jolies choses. Tout à fait. Type de question, toujours avec le document où achetez-vous vos vêtements. Cette fois-ci, on va répondre. Répondez aux questions suivantes d'après le document où achetez-vous vos vêtements. Première question. Quel est l'avantage d'acheter les vêtements dans les magasins d'usine? Toujours avec le document et non pas avec notre opinion personnelle. C'était quoi l'avantage cité d'acheter les vêtements dans les magasins d'usine? Car on y trouve tout à des prix intéressants. C'est ça l'avantage. Question numéro 2. Quel est l'inconvénient d'acheter dans les magasins d'usine? Il y a un inconvénient déjà dit dans le document déjà cité. Les articles sont ceux de l'année précédente. Donc, elles pourraient être un peu démodées ou non, ça dépend. Mais ça constitue à peu près un inconvénient pour, en ce qui concerne l'achat dans les magasins d'usine. Question numéro 3. Excusez-moi, on va commencer maintenant à chercher les synonymes. Premier synonyme à chercher, concurrence. Harmonie, ordre, compétition ou coopération. Pour le mot concurrence, est-ce que c'est pour le synonyme, on cherche ici le synonyme. Concurrence, harmonie, ordre, compétition ou coopération. Il y a des élèves qui ont répondu correctement. Oui, c'est la compétition qui a pour synonyme la concurrence. 2. Faire ses courses, c'est facile. Est-ce que cela signifie faire la lessive, faire la cuisine, faire attention ou faire ses achats? C'est très facile. Oui, bravo, chers élèves, faire ses achats. Alors, faire ses courses, ça veut dire faire ses achats. Troisième synonyme à chercher. Cherche le synonyme de cher. Est-ce gratuit, ordinaire, économique ou précieux? Ce qui est cher, c'est une chose qui est très chère ou chère, c'est une chose qui coûte un grand prix, qui est quelque chose de précieux, qui est quelque chose de précieuse. Voilà, donc cher, c'est-à-dire ou a pour synonyme ici précieux. Et le dernier mot pour les synonymes, complètement. Complètement, on a 4 choix, partiellement, totalement, facilement, prudemment. Complètement, c'est quelque chose de complète, quelque chose de total. C'est la totalité d'une chose. Alors, complètement a ici pour synonyme, totalement. Bravo. Bravo à tous les élèves qui ont su bien répondre aux synonymes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste l'antonyme. Et on a 4 antonymes à chercher. Premier antonyme, simple. Est-ce que l'antonyme de simple est direct, compliqué, aisé ou facile? Le contraire de simple, l'antonyme de simple, c'est, bravo, compliqué, bien sûr. Deuxième antonyme, 2. Traditionnel. Traditionnel, on cherche ici, attention, on cherche ici l'antonyme. L'antonyme de traditionnel est innovateur, classique, éventuel ou mauvais.
Quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qui est à peu près ancien. Alors, pour trouver un antonyme, on pourrait, est-ce qu'on peut choisir classique? Non, c'est à peu près le même sens. Et ici, on cherche l'antonyme. Éventuel, non, c'est loin de ce qu'on cherche. Et mot qu'on cherche. Alors, le mot correct ici, comme antonyme, c'est innovateur. Troisième antonyme à chercher, précédente. L'antonyme de précédente est brillante, antérieure, suivante ou élégante. Oui, tout à fait. Le contraire, l'antonyme de précédente, c'est suivante. Quatrième antonyme à chercher, rapidement. L'antonyme de rapidement est généralement, soudainement, méchamment ou lentement. Tout à fait, c'est très facile. Oui, l'antonyme de rapidement, c'est très facile, c'est l'antonyme de rapidement, c'est lentement. Ok. Et qu'est-ce que nous allons travailler maintenant? Nous allons travailler la partie grammaire avec deux leçons, le gérondif. On va continuer le gérondif et après la proposition participiale. Première partie de grammaire, observez les phrases suivantes. Première phrase, en achetant deux pellicules, je dépense 5 € de plus. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici dans cette phrase? On constate les mots qui sont en rouge en achetant. On a la préposition en et achetant qui ressemble, ou on peut l'appeler aussi le participe présent. Donc, le tout, c'est-à-dire en achetant ensemble, c'est le gérondif. Deuxième exemple, en arrêtant de fumer, tu serais en meilleure santé. En arrêtant, c'est la même chose, c'est le gérondif. Et le reste de la phrase, ou la phrase subordonnée, c'est tu serais en meilleure santé. C'est-à-dire que la première partie constitue une condition. Et la phrase subordonnée constitue le reste de la, c'est-à-dire le reste de la phrase, c'est pourquoi on a conjugué le verbe au conditionnel présent. Troisième exemple, en étant un bon client, on peut obtenir un rabais. La même chose, on a ici le gérondif qui se compose de la préposition en et du verbe conjugué à la première personne du pluriel, et on va le revoir tout de suite. Quatrième exemple, les promotions étant terminées, je n'achète plus rien dans les grands magasins. Vous constatez que, nos chers élèves, que dans les trois premiers exemples, on voit ici la préposition, tandis que à la dernière exemple, il n'y a pas la préposition en. Alors, une autre remarque, c'est que dans les trois premiers exemples, les deux sujets sont identiques, sont les mêmes. En achetant, c'est-à-dire j'achète, c'est moi qui achète ici. Je dépense 5 €. Tu serais en meilleure santé? C'est moi qui s'arrête de fumer, c'est tu. Donc, c'est le même sujet. Troisième exemple, en. C'est le même sujet. En étant un bon client, c'est la même personne, le même sujet, on peut obtenir un rabais. Tandis que, à la quatrième exemple, les promotions, c'est ça le sujet, étant terminé, un autre sujet. C'est la leçon dont on va parler dans quelques minutes aujourd'hui. Ça s'appelle comment on le conjugue, comment on construit la phrase. On va
parler de ça tout de suite. Le gérondif se construit en ajoutant la préposition en et le participe présent. Et comment le participe présent se forme-t-il? Le participe présent se construit sur le radical de la première personne du présent, de l'indicatif, c'est-à-dire nous, auquel on ajoute un T et c'est une forme invariable. On n'ajoute rien. D'accord? Et c'est très facile aussi. Le gérondif marque, c'est-à-dire le gérondif exprime beaucoup de choses. Première chose, la condition. C'est-à-dire, il peut être remplacé par si. Exemple, en arrêtant de fumer, tu serais en meilleure santé. C'est-à-dire, si vous arrêtez de fumer, vous serez, ou bien si tu arrêtais de fumer, tu serais en meilleure santé. Le gérondif aussi exprime la condition ou le moyen. Exemple, en allant dans un supermarché, vous faites des économies. C'est ça le moyen. Comment est-ce qu'on peut faire des économies en allant dans un supermarché? Qu'est-ce que le gérondif marque aussi? Le gérondif marque aussi le temps et le moyen. Quand le gérondif marque le temps et le moyen, il répond à la question comment. Exemple, en choisissant mieux ce qu'on achète, on réduit ses dépenses. Comment est-ce qu'on peut réduire ses dépenses? En choisissant mieux ce qu'on achète. Le temps et le moyen, le gérondif répond à la question aussi comment. On fait plaisir, on lui fait plaisir. D'accord? Aussi, le gérondif répond à la question comment. Alors maintenant, une nouvelle chose à découvrir, la préposition participiale. C'est quoi la proposition participiale? La proposition participiale est une proposition subordonnée dont le verbe est au participe présent, au participe passé ou participe composé. Les trois sont possibles à condition que le participe a son sujet proche. C'est déjà dit et ça, on le répète toujours que la proposition participiale a son propre sujet. D'accord? Voyons ensemble les exemples. La jeune fille dormant au soleil, la pluie la surprend. Qui peut me dire les deux sujets dans les deux parties de la phrase? La première partie, c'est quoi le sujet? Oui, tout à fait. C'est la jeune fille. Et dans le reste de la phrase, c'est quoi le sujet? La pluie, tout à fait. Donc, il y a deux sujets différents. C'est pourquoi, dans cette phrase-ci, on a commencé par la proposition participiale. Un autre exemple. Jean, attendant devant le cinéma, son téléphone a sonné. Première partie de la phrase, c'est Jean qui est le sujet. Deuxième partie de la phrase, son téléphone, c'est le sujet. Le garçon s'étant déjà lavé les dents, ses parents ne devraient donc pas lui rappeler. Le garçon ici, c'est le sujet dans la première partie de la phrase. La deuxième partie, le sujet, c'est ses parents. C'est pourquoi on a utilisé ici la proposition participiale et c'est dans le participe composé. Exercice. Maintenant, on va tester notre compréhension de cette
de ces deux petites leçons de grammaire. Exercice 1. Transformer ces phrases en employant des participes présents ou des propositions participiales. Première phrase. Ils ont une grande famille. Ils font leurs achats dans un supermarché intéressant. Qu'est-ce que je suis demandé de faire? Ici, je suis demandé d'utiliser soit le participe présent, soit une proposition participiale. Et ça dépend à ce qu'il y a un seul sujet ou deux sujets. Dans cette phrase, mes chers élèves, le sujet est le même. Il et il. Alors, comment construire une phrase? En utilisant le participe présent, on peut dire ayant une grande famille, ils font leurs achats dans un supermarché intéressant. Les promotions sont terminées. Je n'achète plus rien dans les grands magasins. Je pense que tout de suite, vous avez constaté que les deux sujets ne sont pas identiques. La première partie, le sujet, c'est les promotions. La deuxième partie, le sujet, c'est je, le pronom je. Alors, on va utiliser ici une proposition participiale. Comment construire la phrase, nos chers élèves? On peut dire les promotions étant terminées, je n'achète plus rien dans les grands magasins. Deuxième phrase avec le même exercice. Les clients ont porté plainte contre le directeur. Le supermarché a fermé le mois dernier. Combien de sujets on a ici? Oui, on a deux sujets. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une proposition participiale. Plainte contre le directeur. L'orage approche, il court s'habiter. Oui, vous avez raison, il y a deux sujets ici. Alors, on peut dire la phrase ainsi. L'orage approchant, il court s'habiter. Tout à fait, nos chers élèves. Je pense que vous avez bien compris notre leçon. Cinquième phrase. Le vendeur était très désagréable. Le client a décidé de se plaindre au directeur. Oui, on a aussi dans cette phrase deux sujets, le vendeur et le client. Voilà. Et on peut construire la phrase en disant le vendeur étant, parce qu'on a le verbe être dans la phrase principale. Le vendeur étant très désagréable, le client a décidé de se plaindre au directeur. Est-ce qu'il y a d'autres exercices? Oui, on a un autre exercice. Exercice 2 avec la grammaire. Remplacer une partie de ces phrases par un gérondif. Si vous changez vos habitudes, vous dépenserez moins. On a ici si conditionnel. On va utiliser le gérondif qui exprime la condition. Oui, quelques élèves ont répondu tout de suite. En changeant vos habitudes, vous dépenserez moins. On cherche le verbe c'est le verbe changer. On met la préposition en et on cherche la première personne au pluriel, nous, et on ajoute à un plus. C'est facile. Même phrase. Pour pouvoir acheter un appartement, mes parents ont emprunté de l'argent à la banque. Alors, comment construire cette phrase en utilisant le gérondif, nos chers élèves? C'est le verbe ici, c'est le verbe qu'on va le transformer en gérondif. Tout à fait. En empruntant de l'argent à la banque, mes parents ont pu acheter leur appartement. Une phrase avec le même exercice.
La vendeuse ne respecte pas la loi si elle t'oblige à signer un contrat. On peut transformer la phrase en utilisant les gérondifs en disant en t'obligeant à signer ce contrat, la vendeuse ne respecte pas la loi. Quatrième phrase du même exercice. Elle a maigri parce qu'elle a fait un régime. Bravo, bravo. Elle a de l'enthousiasme. D'accord? Si on peut transformer la phrase en utilisant le gérondif, c'est quel verbe qu'on peut qu'on devra ici transformer? C'est le verbe faire. On peut dire la phrase ainsi. Elle a maigri en faisant un régime, tout simplement. Est-ce qu'il y a un autre exercice de grammaire? Oui. Ah, attention, il y a une cinquième phrase du même exercice. Phrase numéro 5. J'ai découvert qu'on m'avait volé mon portefeuille quand j'ai voulu payer avec ma carte de crédit. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche le verbe qu'on va transformer en gérondif. C'est le verbe vouloir. Ici, qu'on va transformer en gérondif. Alors, on va commencer la phrase avec le même début. J'ai découvert qu'on m'avait volé mon portefeuille en voulant payer avec ma carte de crédit. Phrase. Si on fait un achat dans une foire commerciale, on ne peut pas annuler sa commande. Ici, on va utiliser le gérondif qui exprime oui, qui exprime la condition. En faisant un achat dans une foire commerciale, on ne peut pas annuler sa commande. Exercice numéro 3, toujours avec la grammaire. Comment peut-on résoudre de petits problèmes? Suggérer des solutions, utiliser le gérondif. Numéro 1, il ne peut pas faire ça tout seul. Comment pouvons-nous l'aider? Donner un coup de main? Oui, on va construire cette phrase avec toutes ces idées en disant nous pouvons l'aider en lui donnant un coup de main. 2. Comment pouvons-nous le prévenir? Appeler tout de suite avec la même tournure, c'est-à-dire avec la même façon de construire la phrase. On peut dire nous pouvons. Deuxième phrase. Comment arriver à l'heure au rendez-vous? Prendre un taxi. Tu pourrais encore arriver à l'heure en prenant un taxi. Excusez-moi, la phrase, c'était la troisième et on va commencer la quatrième phrase. Comment je pourrais obtenir de meilleurs résultats? Étudier davantage. Je pourrais obtenir de meilleurs résultats en étudiant davantage. Maintenant, nous sommes arrivés à la partie traduction et on va bien sûr travailler les deux types de traduction, le thème et la version. Commençons par le thème. Traduisez en arabe. L'e-commerce, c'est l'échange pécuniaire de biens, de services, d'informations par l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment Internet. L'e-commerce est l'un des secteurs les plus dynamiques du moment, une tendance qui se confirme d'année en année et qui ne cesse d'ailleurs de s'amplifier. Cherchons les mots difficiles. Pécuniaire, ça veut dire quoi pécuniaire? Al-naqdi, de biens
On peut le traduire en disant السلع. réseau informatique, الشبكات المعلوماتية. Dynamique, on peut le traduire avec le même mot à peu près en arabe, دينامية. Une tendance, c'est اتجاه. s'amplifier, يستمر في النمو أو في التطور. Alors, si on peut traduire ce paragraphe en entier, on peut dire التجارة الإلكترونية هي التبادل النقدي للسلع والخدمات والمعلومات من خلال الشبكات المعلوماتية وخاصة الإنترنت. والتجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات دينامية في الوقت الحاضر، وهو اتجاه يتأكد عاماً بعد عام ويستمر في النمو. Autre type de traduction, c'est la version traduisée en français. Un texte très facile. يطلق على النسيج الذي يصنع من القطن نسيج طوال العام لأنه مناسب لجميع فصول السنة، حيث يعطي الجسم البرودة في الصيف ويمده بالحرارة في الشتاء. أما القماش الذي يصنع من الحرير فهو من أغلى أنواع الأنسجة، حيث يستخدم لصناعة الملابس الفاخرة. أوكي. الذي يصنع من, si on peut traduire يصنع من, on utilise d'habitude la préposition en, en pour les matières des choses. Et ainsi, on peut traduire plus facilement le tissu. Et al-brouda, pas plus facile. Al-brouda, c'est le froid, tout à fait. Et yamedou, yamedbi, fournir, tout à fait, fournir. Alors, traduisons le texte tout entier en français. On peut dire, le tissu fabriqué en coton est appelé tissu de toute l'année, parce qu'il est adapté à toutes les saisons de l'année, donnant le corps le froid en été et lui fournir de la chaleur en hiver. Le tissu en soie est l'un des types de tissus les plus chers. C'est pourquoi il est utilisé pour fabriquer des vêtements de luxe. الملابس الفاخرة, c'est les vêtements de luxe. Il nous reste notre tulipe noire. Je pense que vous êtes inquiet, vous êtes anxieux de savoir ce qui s'est passé à Rosa, ce qui s'est passé à notre tulipe noire que Boxtel a volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rosa, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est partie pour Harlem? On va savoir. Donc, on est avec le 5e chapitre, la deuxième partie du 5e chapitre. Alors, Rosa a raconté au président de la société horticole et au prince d'Orange, qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle a raconté comment Cornelius a voulu mourir de faim parce qu'il n'avait plus de nouvelles de sa fille. Il était triste. Il ne voulait plus manger, Cornelius. Qu'est-ce que Rosa a raconté encore? Elle a raconté de sa vie, de sa joie, quand il a appris, c'est-à-dire Cornelius, que la tulipe était noire. Enfin, de leur désespoir, c'est-à-dire de la désespoir de Rosa et Cornelius, à tous deux, lorsqu'ils ont vu que la tulipe qui venait de fleurir avait été volée une heure après sa floraison. Qui a volé cette tulipe noire? C'est bien sûr, c'est Boxtel qui a volé la tulipe noire que Rosa a gardée et plantée, tout ça. À ce moment-là, Boxtel entre et quand il aperçoit Rosa, il est troublé. Rosa a dit au prince d'Orange que Isaac Boxtel se faisait appeler Monsieur Jacob. Il a prétendu qu'il est appelé Monsieur Jacob. Isaac Boxtel, il est malin. Boxtel lui a dit que Cornelius Bayrle est un criminel d'État.
qu'il est devenu amoureux de Rosa et qu'il a montré la tulipe noire qu'il cultivait à Rosa. Rosa a demandé à Boxtel combien de cette tulipe noire a. Elle a dit ça à Boxtel pour le démasquer, pour qu'il ne sache pas répondre et pour qu'il soit démasqué devant le prince d'Orange et le président de la société horticole. Il lui a répondu, c'est-à-dire Boxtel a répondu que c'est toi. Mais elle a expliqué au prince d'Orange que le premier caillou a été écrasé par son père. Le père de Rosa, comme vous savez, nos chers élèves, était geôlier. Et quand il a découvert ces cailloux avec Rosa, il a écrasé un caillou. Le second caillou, soigné par elle, par Rosa, a donné la tulipe noire. Et le troisième caillou, le voici. C'est aussi qui l'enveloppait avec les deux autres. Rosa, reliant ce papier, a poussé un cri demandant le prince d'Orange de le lire. Cette feuille est la page que Corneille de Witt avait envoyée à Dordrecht par Craig pour demander à Cornelius de brûler sa correspondance avec M. de Louvois. Cette feuille est à la fois la preuve de l'innocence de Van Baerle et son titre de propriété au cahier de la feuille. C'est ça l'importance de cette feuille. Je répète le demi-paragraphe. Cette feuille est à la fois la preuve de l'innocence de Van Baerle et son titre de propriété au cahier de la tulipe. Alors, quelques petites questions qui portent sur notre tulipe noire. Pourquoi Boxtel est-il troublé en apercevant Rosa? Pourquoi? Il avait peur qu'elle dévoile son identité devant tout le monde. Elle révèle son mensonge qu'il n'est pas le vrai propriétaire, parce qu'il prétend qu'il est le vrai propriétaire, tandis qu'il n'est pas le vrai propriétaire. Il a volé la tulipe. Deuxième chose, il s'est donné un faux nom pour ne pas être connu. Question. Qui est l'amoureux de Rosa? Comment est-il? On a mis l'amoureux entre guillemets parce qu'il n'est pas vraiment l'amoureux. C'est Isaac Boxtel ou Jacob Gisèle. Il portait les deux noms. Il est un vieil homme, hideux, il a les jambes tordues et le corps voûté. Troisième question. Est-il vraiment amoureux d'elle? Pourquoi l'avait-il suivi? Non, il n'est pas amoureux vraiment de Rosa, mais il l'a suivi pour savoir le secret de la tulipe et comment Rosa la cultive et en prend garde et où elle la cache. Et notre type de question avec notre tulipe noire. Choisissez la bonne réponse. Guillaume d'Orange prend un livre dans la bibliothèque et fait un signe à Van Seystens de commencer l'interrogatoire. L'interrogatoire, c'est le jugement d'un tribunal, l'ensemble des questions que l'on pose à un accusé, la recette pour faire un bon plat, la manière de cultiver une tulipe. Je pense que vous constatez, nos chers élèves, que le mot interrogatoire commence au début avec le mot, la partie ou le préfixe l'interro. L'interro, ça nous rappelle du mot interrogation. Alors, le choix le plus près ou le plus correct ici, c'est l'ensemble des questions que l'on pose à un accusé.
2 avec le choix multiple. Et Rosa, rassurée, raconte tout ce qui s'est passé depuis 3 mois. Rassurée signifie que Rosa a peur et inquiète. Rosa ne peut pas raconter. Rosa hésite à parler. Ou Rosa est sécurisée et calme. Oui, je pense que vous êtes arrivé à bien répondre. Oui, Rosa est sécurisée et calme. Troisième question. Tout cela a été dit avec un accent de vérité qui laisse le prince impassible. Avec un accent de vérité signifie que Rosa était honnête, Rosa ne connaît pas la vérité, Rosa a un accent bizarre, Rosa dit une partie de la vérité. Oui, dire que Rosa était honnête. Alors pour impassible signifie ne permet à personne de passer, solide et résistible, calme et ne montre aucune émotion, énervé et se met en colère. Impassible, c'est-à-dire, oui, calme et ne montre aucune émotion. Merci, nos chers élèves, de nous avoir suivis. Merci aussi à tous ceux qui